Je m'appelle Valérie Green. J'ai 36 ans. Il y a 5 ans, mes parents m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de sauver la vie de ma fille de 7 ans. Ils ont dit qu'ils étaient fauchés, à bout, avec des revenus fixes. 2 mois plus tard, j'ai découvert qu'ils s'étaient portés co-cautionnaires pour un condo en bord de mer de 580 000 $ pour mon frère, et l'accord d'achat avait été signé 2 semaines avant que le cœur de ma fille ne cesse de battre. Ils ignorent que j'ai conservé chaque reçu, chaque email, chaque message texte 63 pages de preuves. Le mois dernier, mon frère s'est effondré dans son bureau à Seattle. Leucémie myéloïde aiguë. Le médecin a dit qu'il avait besoin d'un donneur de moelle osseuse, un match HLA parfait 10 sur 10. Ma mère m'a appelé pour la première fois depuis 4 ans. Elle pleurait. Elle a dit, « Valérie, tu es sa seule chance. » Ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce qu'il pensait savoir sur moi. C'est cette histoire. Je dois vous ramener en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là à l'époque où je croyais encore que mes parents aimaient leurs 2 enfants également. Je suis né en 1990. Mon frère Ethan est né en premier, 4 ans plus tôt en 1986. Nous avons grandi à Haddonfield, New Jersey, l'une de ces banlieues de la classe moyenne supérieure où toutes les maisons ont des garages pour 2 voitures et où le lycée envoie des élèves dans les universités de l'Ivy League. Mon père était comptable dans une entreprise de taille moyenne. Ma mère, Hélène, travaillait comme manager chez Wells Fargo. Confortable, stable, le genre d'enfance qui paraît parfaite sur les cartes de Noël. Mais si on regardait les chiffres, et je l'ai fait finalement, on voyait le schéma. Le fonds pour les études d'Ethan quand nous étions enfants, 34 000 $. Le mien, 8 200 $. J'ai trouvé les relevés des années plus tard quand je les aidais à transférer des fichiers sur leur nouvel ordinateur. Je me souviens d'avoir fixé ces chiffres, l'estomac noué. J'avais demandé à ma mère une fois, nonchalamment, en essayant de ne pas avoir l'air blessé. Elle avait dit, « Chérie, Ethan est plus âgé. Nous avons eu plus de temps pour épargner pour lui. Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons aussi. » Ils m'ont aidé avec des prêts. J'ai obtenu mon diplôme de Temple University en 2012 avec 61 000 $ de dettes étudiantes. Ethan a obtenu son diplôme de Princeton en 2008, sans dette, avec un poste dans un bureau d'angle chez Morgan Stanley qui l'attendait. Noël 1998 est gravé dans ma mémoire. J'avais 8 ans, Ethan en avait 12. Il a déballé une Nintendo 64, 199 $, neuve, avec 4 jeux. Moi, j'ai eu un vélo d'occasion d'une vente de garage. Mes parents l'avaient repeint en violet parce qu'ils savaient que c'était ma couleur préférée. Nous avons pensé que ça te ferait du bien de faire de l'exercice, avait dit papa en souriant. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que l'amour n'avait rien à voir avec l'argent. J'avais tort. Les dîners de famille sont devenus des vitrines pour les réussites d'Ethan. Fête de l'Action de grâce 2015, je venais de commencer à travailler dans une organisation à but non lucratif aidant les familles sans abri à trouver un logement. Je gagnais 41 000 $ par an. J'étais fier de ce travail, ça comptait. Ma mère a posé la dinde et a souri à Ethan. Raconte à tout le monde l'affaire, mon chéri. Ethan, toujours à l'aise d'être au centre de l'attention, a souri. J'ai conclu une acquisition de 12 millions de $ la semaine dernière, la plus importante de notre division ce trimestre. Tout le monde a applaudi. Mon père a levé son verre de vin. C'est mon garçon. Puis ma mère s'est tournée vers moi presque comme une pensée après coup. Valérie, comment va? Comment va ton travail à l'organisation non lucrative? La façon dont elle a dit « non lucrative » donnait l'impression que c'était un passe-temps, pas une carrière. Ça va bien, ai-je dit. Nous avons logé 3 familles ce mois-ci. C'est gentil, chérie. Le bonus d'Ethan cette année-là était de 340 000 $. Je le sais parce qu'il l'a mentionné pas exactement pour se vanter, juste comme un fait, comme on mentionne la météo. Quand j'ai rencontré James en 2013, mes parents ont demandé s'il gagnait bien sa vie. James était ingénieur civil et gagnait environ 60 000 $ à l'époque, stable, fiable. Nous sommes tombés amoureux rapidement, le genre d'amour qui semble inévitable, comme si nous nous étions cherchés toute notre vie. Quand Ethan a commencé à sortir avec Nathalie, une avocate d'entreprise avec une mallette Hermès, mes parents ont demandé si elle avait de bonnes relations. Vous voyez la différence? James a fait sa demande en 2014. Nous étions ensemble depuis 1 an.
J'étais enceinte. Ce n'était pas prévu, mais nous étions heureux. Excités. Effrayés, mais prêts. Mes parents étaient déçus. Ma mère avait forcé un sourire à ma baby shower. Eh bien, au moins James a un emploi stable. Ingénieur, c'est ça? C'est pratique. Mon père nous avait écrit un chèque de $500 comme cadeau de naissance. J'ai découvert plus tard qu'il avait donné $15 000 à Ethan pour la compte de sa première voiture le même mois. Lily Marie Green est née le 3 avril 2014. 3,2 kg. Née au Pennsylvania Hospital à Philadelphie. Elle avait mes yeux verts brillants, curieux et le sourire de James. Le genre de sourire qui vous faisait sourire en retour même quand vous étiez épuisé. Mes parents sont venus 2 fois durant sa première année. Ethan a envoyé une carte cadeau Amazon de $50. Je me suis dit que c'était normal. Ils étaient occupés. Ethan se concentrait sur sa carrière. Je construisais ma propre famille maintenant. James et moi nous avions l'un l'autre. Nous avions Lily. Ça suffisait. Je me suis dit ça pendant 7 ans. Et puis Lily est tombée malade. Le 12 mai 2021. C'est le jour où tout a commencé à s'effondrer. Lily s'est évanouie à l'école. Sa professeure de 2e année, Madame Patterson, m'a appelé au travail. J'étais en pleine réunion d'examen de cas essayant d'aider une mère célibataire à naviguer les options de logement d'urgence. Mon téléphone a vibré. J'ai failli ne pas répondre. Nous n'étions pas censés prendre d'appels personnels pendant les examens, mais quelque chose m'a fait regarder. Madame Carter, c'est Anne Patterson, la professeure de Lily. Lily s'est évanouie pendant la récréation. L'infirmière est avec elle maintenant, mais je pense que vous devriez venir la chercher. J'étais dans ma voiture en moins de 3 minutes. Lily était assise dans le bureau de l'infirmière quand je suis arrivé, pâle mais souriante quand elle m'a vu. « Salut, maman. Je vais bien. J'ai juste eu le tournis. » L'infirmière m'a prise à part. Son rythme cardiaque était vraiment élevé quand je l'ai vérifié. 130 battements par minute. Elle dit qu'elle est fatiguée ces derniers temps. Je recommande de la faire examiner juste pour être sûr. Nous sommes allés aux urgences cet après-midi-là. Ils ont fait un ECG. Le médecin, jeune, l'air fatigué et gentil, est revenu avec des résultats qui m'ont fait tomber l'estomac. Madame Carter, le rythme cardiaque de Lily est anormal. Je vous réfère en cardiologie pédiatrique au CHOP. Ils voudront faire un échocardiogramme. CHOP. Children's Hospital of Philadelphia. Le meilleur hôpital pédiatrique de la côte est. On ne vous réfère pas au CHOP pour rien. Le rendez-vous était le 18 mai. 6 jours à peine dormir. 6 jours à regarder Lily jouer avec ses poupées, rire aux dessins animés, complètement inconsciente que quelque chose en elle était cassé. James a pris sa journée. Nous avons conduit jusqu'au 3401 Civic Center Boulevard ensemble, en nous tenant la main en silence. Lily était assise à l'arrière en fredonnant une chanson de Frozen. Salle 7B. Cardiologie pédiatrique, Dr Rachel Weinstein. Le Dr Weinstein avait la quarantaine avancée, avec des mèches grises dans ses cheveux sombres et le genre de présence calme et stable qui empêchait probablement les parents de perdre complètement les pédales dans son bureau. Elle a fait l'écho elle-même, déplaçant la sonde sur la poitrine de Lily pendant que Lily regardait l'écran, fascinée. « C'est mon cœur » a demandé Lily. « Oui » a dit doucement le docteur Weinstein. « Plutôt cool, non ?» Quand ce fut fini, elle a demandé à Lily si elle voulait aller dans la salle d'attente choisir un autocollant. Une infirmière lui a pris la main. Puis le docteur Weinstein s'est assise en face de nous. « Monsieur et Madame Carter, Lily a une cardiomyopathie dilatée. Son muscle cardiaque est agrandi et ne pompe pas efficacement. Sa fraction d'éjection, c'est le pourcentage de sang que son cœur expulse à chaque battement, est de 28%. La normale est de 50 à 70%. J'ai entendu les mots. Je ne les ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son cœur est en insuffisance. James a fait un bruit. Pas tout à fait un halètement, plutôt comme si l'air avait été expulsé de ses poumons. Le docteur Weinstein a continué, sa voix stable, professionnelle et compatissante. C'est probablement génétique. La cardiomyopathie dilatée familiale se transmet dans les familles. C'est progressif.
Sans intervention, le cœur de Lily continuera à s'affaiblir. Quel genre d'intervention, ai-je réussi à dire? Elle a besoin d'une transplantation cardiaque. La pièce a basculé. Une transplantation, ai-je répété. Un dépôt, a dit James. Sa voix semblait lointaine. Le docteur Weinstein a glissé un papier sur son bureau. Je l'ai fixé. Liste de transplantation. Dépôt, 195 000 $. Couverture assurance estimée, 31 000 $. Responsabilité du patient, 164 000 $. Ma vision s'est rétrécie. 164 000 $. Je sais que c'est accablant, a dit doucement le docteur Weinstein. Le coût total de la chirurgie de transplantation et du suivi de la première année est d'environ 1,2 million de $. Mais l'assurance couvrira la majeure partie une fois qu'elle sera inscrite. Ce dépôt la met sur la liste. Sans cela, elle n'a pas fini. Elle n'en avait pas besoin. Sans la transplantation, ai-je murmuré, que se passe-t-il? Le docteur Weinstein a croisé mon regard. 6 mois à 1 an, peut-être moins. Je suis vraiment désolé. Et avec, son taux de survie à 5 ans est de 83%. 83%. Pas une garantie, mais une chance. Une vraie chance. Nous devons agir rapidement, a dit le docteur Weinstein. Je recommande de la faire inscrire dans les 8 prochaines semaines, plus tôt si possible. 8 semaines pour réunir 164 000 $. J'ai regardé James. Il fixait le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Nous sommes rentrés en silence. Lily s'est endormie à l'arrière. Ce soir-là, après l'avoir mise au lit, James et moi nous sommes assis à la table de la cuisine et avons examiné nos finances. Épargne, 12 000 $. 401 cas de James, il pouvait retirer jusqu'à 50 000 $, mais avec pénalité et impôts, nous obtiendrions peut-être 42 000 $. Mon 401K, 18 000 $. Équité totale dans la maison, nous étions locataires. Carte de crédit, plafonnée pour les factures médicales de la naissance de Lily. Nous avons créé une GoFundMe. James a écrit la description. Je ne pouvais pas. Je commençais et supprimais tout parce que ça ressemblait à de la mendicité. Notre fille Lily, âgée de 7 ans, a besoin d'une transplantation cardiaque pour survivre. Aidez-nous s'il vous plaît à sauver sa vie. Nous l'avons partagé partout. Facebook, Instagram, Twitter, notre église, le travail de James, mon travail, tous les parents de l'école de Lily. 3 semaines plus tard, nous avions récolté 31 240 $ de 1847 personnes. Des inconnus, des amis, des collègues et des gens que nous n'avions jamais rencontrés envoyant 10 $, 20 $, 50 $ et des messages disant « Je prie pour Lily » et « Courage » et « Que Dieu vous bénisse ». J'ai pleuré en lisant chacun, mais nous étions encore à 114 000 $ du but. James m'a regardé de l'autre côté de la table le 3 juin. Il était 2 heures du matin. Nous étions réveillés depuis des heures à appeler des banques, à rechercher des prêts médicaux, à essayer de trouver une solution. J'ai appelé 15 banques, a-t-il dit. Sa voix était vide. La dette médicale n'est pas une garantie. Ils ont tous dit non. J'ai fixé le chiffre sur le papier. 114 000 $. Val, a dit James doucement. Nous avons besoin de tes parents. Je n'avais pas demandé d'argent à mes parents depuis 15 ans. Pas depuis l'université quand ils avaient clairement fait comprendre que demander de l'aide était un signe de mauvaise planification. Mais c'était pour Lily. J'ai pris le téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai appelé ma mère en premier. Le 8 juin 2021. 19h14. L'appel a duré 11 minutes. Je le sais parce que j'ai vérifié le journal après, encore et encore, essayant de comprendre comment ça avait mal tourné si vite. Maman. Valérie. Salut, chérie. Comment vas-tu? Pas très bien. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Papa est là. Il regarde les infos. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Le diagnostic, la fraction d'éjection, la transplantation, le dépôt, la GoFundMe, les 114 000 $ qu'il nous manquait encore. Il y a eu une longue pause. Oh, chérie, a-t-elle dit enfin.
Sa voix avait ce ton prudent et compatissant que les gens utilisent quand ils s'apprêtent à dire non. C'est dévastateur. Je suis vraiment désolé. As-tu essayé une GoFundMe? J'en ai vu qui font des merveilles. Nous l'avons fait, ai-je dit. Nous avons récolté 31 000. Il nous en manque encore. Et l'assurance? Ils couvriront la chirurgie une fois qu'elle sera inscrite, mais nous avons besoin du dépôt pour l'inscrire. Une autre pause. Laisse-moi en parler à ton père, a-t-elle dit. Nous te rappellerons. Ils ont rappelé 4 jours plus tard, le 12 juin, 19h03. Papa a tout dit. Maman était silencieuse en fond. Valérie, ta mère m'a expliqué la situation. Nous sommes brisés pour toi, vraiment. Mais nous devons être honnêtes sur notre situation financière. J'ai serré le téléphone. D'accord. Nous avons pris notre retraite anticipée en 2019. Nous vivons maintenant avec des revenus fixes. Sécurité sociale, nos pensions et nos comptes de retraite. La plupart de notre argent est en fonds indiciels. Le marché a pris un coup pendant le Covid. Si nous liquidons maintenant, nous perdrions près de 40% de notre capital. Nous ne pouvons pas détruire nos économies de retraite. Papa, Lily a 7 ans. Je comprends, mais nous devons penser à long terme. Nous avons 68 et 66 ans. Et si nous tombons malades? Et si nous avons besoin de soins de longue durée? Nous ne pouvons pas vider nos comptes. Ma gorge s'est serrée. Combien avez-vous en épargne? Une pause. Ce n'est pas vraiment pertinent. Combien? Valérie, nous n'aurons pas cette conversation. J'ai besoin de 114 000 $ pour sauver la vie de ma fille. Nous n'avons pas de liquidité, a-t-il dit fermement. Tout est immobilisé. Je suis désolé. Et la maison? Vous pourriez prendre une ligne de crédit hypothécaire. Nous ne pouvons pas risquer la saisie. Vous pourriez vendre. Le marché est en baisse. Nous perdrions de l'argent. Chaque porte que j'essayais, il la fermait. Papa, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je suis désolé, Valérie. Nous aimerions pouvoir aider, mais nous ne pouvons pas. Il a raccroché. Je suis resté là à fixer mon téléphone, attendant que ça devienne réel. Ça ne l'était pas. James a essayé ensuite. Je ne le savais pas à l'époque. Il l'a gardé secret pendant 3 mois parce qu'il ne voulait pas me blesser plus que je ne l'étais déjà. Il a appelé mon père directement. Le 22 juin, 16h32. L'appel a duré 6 minutes. La réponse de mon père, selon James, était plus froide. Fiston, nous comprenons que tu aies peur, mais nous ne pouvons pas encourager l'irresponsabilité financière. Vous deux devez explorer d'autres options. Et le père biologique de Lily? James s'était tu. Oh, attends, avait dit mon père. Ce n'est pas toi, hein? James m'a raconté cet appel 3 mois après la mort de Lily. Nous étions allongés au lit, incapables de dormir, et il l'a dit comme s'il le portait depuis trop longtemps et ne pouvait plus. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais dépassé les pleurs à ce moment-là, mais je me souviens avoir pensé, mon père a dit ça à mon mari pendant que notre fille mourait. Le 28 juin, James et moi avons pris l'avion pour Naples, en Floride. Nous avions réservé les billets sur une carte de crédit que nous ne pouvions pas nous permettre. Nous devions essayer une dernière fois en face à face. Le condo de mes parents était au 1847 Cypress Terrace, Naples, Floride, 34 119. Je me souviens de l'adresse parce que je l'ai cherché sur Zillow plus tard. Valeur estimée, 385 000 $. Ils avaient réduit la taille à la retraite, vendu la maison de Haddonfield et déménagé en Floride pour le climat et les impôts plus bas. Ma mère a ouvert la porte, surprise. Valérie? James? Vous ne nous avez pas dit que vous veniez. C'était de dernière minute, ai-je dit. Elle m'a serré dans ses bras. Elle sentait la lotion à la lavande qu'elle portait depuis toute mon enfance. Pendant une seconde, j'avais à nouveau 8 ans, croyant que ma mère pouvait tout réparer. Nous nous sommes assis dans leur salon. Meuble neuf. Un vélo peloton dans un coin de la chambre d'amis, visible par la porte ouverte. Un réfrigérateur à vin encastré dans l'îlot de la cuisine. J'ai expliqué à nouveau la date limite, le dépôt, le temps qui s'écoulait.
Ma mère a pleuré de vraies larmes. Elle m'a tenu la main. Si nous l'avions, nous le donnerions, a-t-elle dit. Tu le sais. Mais nous sommes vieux, Valérie. Et si nous tombons malades? Et si nous avons besoin de soins de longue durée? Et si Lily meurt, ai-je murmuré. Le visage de mon père s'est durci. Ce n'est pas juste. Tu nous manipules. Je vous demande d'aider à sauver votre petite fille. Nous ne pouvons pas, a-t-il dit. Je suis désolé. J'ai regardé autour de la pièce. Le nouveau canapé sectionnel, la télé 70 pouces, le réfrigérateur à vin. Mais pas d'argent pour Lily. Nous sommes rentrés le lendemain. 2 semaines plus tard, le 8 juillet, j'ai convaincu mes parents de venir voir Lily à l'hôpital. Je pensais, mon Dieu, je pensais vraiment que s'ils la voyaient, s'ils lui tenaient la main, s'ils la regardaient sourire et parler de son nouveau cœur comme d'un upgrade de super-héroïne, ils changeraient d'avis. Nous les avons retrouvés au shop, 4e étage, L-Ouest, chambre 412. Lily était si heureuse de les voir. Mamie. Papy. Elle a tendu les bras. Ma mère l'a serrée, attentive aux lignes de perfusion. Salut, ma chérie. Comment te sens-tu? Ma mère a souri à travers ses larmes. C'est ça, bébé. Tu es si forte. Mon père s'est assis au bord de son lit. Tu es une combattante, Lily Bear. Ils sont restés 2h30. Ils lui ont lu un livre. Ils ont regardé son émission préférée avec elle. Ils ont ri à ses blagues. Et puis, dans le parking, j'ai redemandé. Papa, s'il te plaît. Il a secoué la tête. Valérie, nous en avons déjà parlé. Ils sont montés dans leur voiture de location et sont partis. La date limite était à 7 jours, le 15 juillet 2021. J'ai appelé le docteur Weinstein. Nous n'y sommes pas arrivés, ai-je dit. Ma voix était plate, vide. Nous n'avons pas l'argent. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Valérie, je suis vraiment désolé. Que se passe-t-il maintenant? Nous continuerons les soins de support. Nous gérerons ses symptômes. Nous la garderons confortable. Confortable. Pas vivante. Confortable. Elle a 7 ans. Je sais, a dit doucement le docteur Weinstein. Je suis vraiment, vraiment désolé. Ce soir-là, Lily m'a demandé quand elle aurait son nouveau cœur. J'ai menti. Je lui ai dit, bientôt. Août a été brutal. La fraction d'éjection de Lily est tombée à 18% le 22 août. Elle avait perdu 4 kg en 3 semaines. Elle était fatiguée tout le temps. Elle essayait de jouer avec ses poupées et devait s'arrêter pour reprendre son souffle. Maman, a-t-elle dit un après-midi, allongée sur le canapé pendant que je m'asseyais à côté d'elle, caressant ses cheveux. Je suis fatiguée tout le temps. C'est normal? J'ai forcé un sourire. Ton cœur travaille vraiment dur, bébé. Tu es si forte. Elle m'a regardé avec ses yeux verts. Quand est-ce que j'ai mon nouveau cœur? Bientôt, ai-je murmuré. Mais nous savions toutes les deux que je mentais. Le médecin a dit que nous avions des semaines, pas des mois. J'ai appelé mes parents une dernière fois le 19 août. Pas de réponse. Je n'ai pas laissé de message. Le 8 septembre, Lily a été admise en USI. Son cœur lâchait. James et moi sommes restés avec elle. Nous ne sommes pas partis. Nous lui tenions les mains. Nous lui racontions des histoires. Nous chantions ses chansons préférées. À 6h31 le 9 septembre 2021, son cœur s'est arrêté. Ils ont essayé de la réanimer. J'ai regardé faire les compressions thoraciques sur le petit corps de ma fille de 7 ans. J'ai regardé les moniteurs. J'ai regardé les médecins échanger des regards. À 6h47, le docteur Weinstein m'a regardé. Heure du décès, 6h47, a-t-elle dit doucement. Je suis profondément désolé. James a sangloté. Tout son corps tremblait. Je suis resté là à tenir la main de Lily. Elle était encore chaude. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Je suis juste resté là. J'ai tenu sa main pendant 40 minutes avant qu'il me force à lâcher. Je n'ai pas appelé mes parents.
Ethan l'a fait. Je ne sais pas comment il l'a su. Peut-être l'hôpital. Peut-être les parents de James. Peu importe. Ils sont venus pour les funérailles le 14 septembre 2021. Laurel Ilsemetry, Philadelphie. 312 personnes sont venues, amis, collègues, parents de l'école de Lily, gens de notre église, gens de la GoFundMe qui ne nous avaient même jamais rencontrés. Mes parents se sont assis dans la dernière rangée. Ils ne sont pas venus me voir avant la cérémonie. Ils ne se sont pas assis avec moi. Ils sont restés au fond. Ma mère en tailleur Chanel noir, mon père dans sa bonne veste marine. Après la cérémonie, ma mère s'est approchée de moi au cimetière. Chérie, a-t-elle dit en tendant la main. Nous sommes vraiment désolés. Si nous pouvons faire quoi que ce soit. J'ai retiré ma main. Vous auriez pu faire quelque chose, ai-je dit. Ma voix était morte. Creuse. Vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas juste. Partez. Mon père a commencé à dire quelque chose. Je me suis retourné et je suis parti. 2 jours plus tard, une enveloppe est arrivée par courrier et une carte de condoléances. À l'intérieur, un chèque de $500. Je l'ai fixé longtemps. Puis je l'ai déposé et j'ai donné les $500 au shop au nom de Lily. Je n'ai plus jamais parlé à mes parents ou du moins, c'est ce que je pensais. Pendant 2 mois après la mort de Lily, j'ai à peine fonctionné. J'avais quitté mon travail. Je ne pouvais pas aider d'autres familles quand je n'avais pas pu sauver la mienne. James est retourné au travail après 3 semaines parce que nous avions des factures et que quelqu'un devait les payer. Je suis resté à la maison. Je m'asseyais dans la chambre de Lily. Je fixais ses jouets. Je ne dormais pas. L'insomnie est devenue ma norme. Je restais allongé au lit jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, fixant le plafond, repassant chaque conversation avec mes parents, chaque supplication, chaque porte fermée. Le 19 novembre 2021, à 2h14 du matin, je faisais défiler Facebook sur mon téléphone. Je ne sais même pas pourquoi. Habitude, peut-être. La lueur de l'écran dans le noir. Quelque chose à faire avec mes mains. C'est là que j'ai vu le post de ma mère. Ellen Green. 19 novembre à 11h43. Magnifique week-end passé à visiter la superbe nouvelle maison en bord de mer d'Ethan. Tellement fier de notre fils qui réussit. Blessed City Life Proudmont. Il y avait des photos au 6. Ethan et Nathalie sur un balcon donnant sur l'eau. Puget Sound, j'ai réalisé. Seattle. Le condo était magnifique. Fenêtre du sol au plafond. Cuisine moderne avec plan de travail en marbre. Plancher en bois dur. Une vue qui coûtait probablement une fortune. 64 likes, 22 commentaires. Magnifique. Quelle vue. Tellement heureux pour lui. J'ai fixé l'écran. Ethan avait acheté une maison. J'ai fermé l'application. J'ai posé mon téléphone. Je suis resté allongé dans le noir. Je n'ai pas dormi. Pendant les 2 mois suivants, je n'ai pas pu m'en débarrasser et l'image de ce condo, la fierté dans la voix de ma mère même à travers une légende Facebook. Le 14 janvier 2022, à 3h28 du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne sais pas ce que je cherchais. Une confirmation, peut-être, ou juste quelque chose à faire avec la rage qui me dévorait vivante. J'ai googlé « condo en bord de mer Seattle ». J'ai fait défiler les annonces. Alki Beach, West Seattle. J'ai reconnu la vue des photos de ma mère. Et puis je l'ai trouvé, les condominiums de luxe en bord de mer Alki à partir de $520 000. J'ai cliqué sur le site du bâtiment. J'ai trouvé l'unité exacte des photos, unité d'angle, dernier étage. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai ouvert les registres fonciers du comté de King. Informations publiques. N'importe qui peut les consulter. J'ai tapé l'adresse 2891 Alki Avenue SW, Seattle, WA 98116. Les résultats se sont chargés. Propriétaire, Ethan Charles Green. Date d'achat, 15 octobre 2021. Prix de vente, $580 000. Mes mains se sont mises à trembler. 15 octobre, 1 mois et 6 jours après la mort de Lily.
J'ai cliqué sur « Voir l'historique complet des transactions ». C'est là que j'ai vu. Accord d'achat signé, 23 août 2021. Acompte, 130 000 $. Co-cautionnaire, Charles Green, Helen Green. 23 août. 2 semaines avant la mort de Lily. Il signait des papiers hypothécaires pendant que je suppliais Dieu de faire battre le cœur de ma fille. J'ai tout imprimé. Historique des transactions, actes de propriété, documents hypothécaires, relevés de virement. 63 pages. Je les ai mis dans un classeur à 3 anneaux. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé les pleurs. Le lendemain, James est rentré du travail et m'a trouvé à la table de la cuisine, entouré de papiers. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé. J'ai poussé le classeur vers lui. Il a lu en silence. J'ai regardé son visage changer confusion, choc, rage. « Ils avaient l'argent » a-t-il dit enfin. Ils avaient l'argent. Valérie, continue à lire. Il est allé à la page 18. Relevé du compte Vanguard de mon père de juillet 2021, solde 680 000 $. Page 19, transfert de 401K de ma mère, 520 000 $. Plus d'1 million de dollars en compte de retraite, mais, pas de liquidité, pas d'argent pour aider. C'est là que James a trouvé l'email. Il fouillait dans une vieille iPad que nous gardions dans la cuisine. Nous l'utilisions pour partager des photos avec mes parents à l'époque où nous leur parlions encore. Elle était toujours connectée à l'email de ma mère depuis des années. Elle ne s'était jamais déconnectée, et n'avait jamais supprimé ses anciens emails. James a ouvert l'application, a fait défiler jusqu'à août 2021, et voilà. De Charles Green. À Helen Green, Ethan Green. Date, 10 août 2021, 21h14. Objet, opportunité immobilière Seattle. Ethan, nous avons examiné les finances. Le marché de Seattle est chaud. Si nous agissons maintenant avec un acompte de 130 000 $, tes projections de croissance de capital sont solides. 12% de ROI en 3 ans est nettement mieux que nos rendements obligataires actuels. Hélène et moi avons longuement discuté de la situation de Valérie. Nous voulons aider, bien sûr, mais nous devons être réalistes. La transplantation est un pari. Même avec la chirurgie, la cardiomyopathie dilatée pédiatrique a un taux de survie à 5 ans d'environ 70 à 80% d'après ce que j'ai lu en ligne. Nous liquiderions une partie significative de nos fonds de retraite pour un « peut-être ». Ton condo est une certitude. C'est un actif tangible. La richesse familiale reste dans la famille. Allons de l'avant et concluons cette affaire. Papa. James m'a montré l'iPad. J'ai lu l'email 3 fois. La richesse familiale reste dans la famille. Je n'étais pas de la famille. Lily n'était pas de la famille. Nous étions peut-être, pari, mauvais investissement. Le condo d'Ethan était une certitude. J'ai fait un tableur. Je devais tout voir clairement. 15 juillet 2021, date limite du dépôt de transplantation manqué. Nous étions à 114 000 $ du but. 10 août 2021, email de papa approuvant l'achat du condo d'Ethan. 23 août 2021, accord d'achat signé. Acompte 130 000 $. 25 août 2021, virement exécuté du compte joint Wells Fargo de Charles et Helen Green vers l'escroc d'Ethan Green. 9 septembre 2021, mort de Lily. 15 octobre 2021, acte déposé. Ethan possédait officiellement le condo. Ils avaient l'argent. Ils l'avaient toujours eu. Ils ont choisi sa vue plutôt que sa vie. J'ai regardé James. Je veux dîner avec eux, ai-je dit. Quoi? Je veux un dîner de famille. Tous ensemble. Toi, moi, mes parents, Ethan, Nathalie. Je veux m'asseoir en face d'eux à une table. Val. Je veux qu'ils me regardent dans les yeux. James est resté silencieux longtemps. Puis il a hoché la tête. D'accord. J'ai appelé ma mère le 1er février 2022. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, essoufflée. Valérie? Salut, maman. Oh mon Dieu. Chérie, je ne pensais pas que tu... Sa voix s'est brisée. Comment vas-tu? J'ai réfléchi, ai-je dit calmement. À tout.
À nous. Je veux essayer de guérir. Silence. Puis, vraiment? Je pense que nous devrions avoir un dîner de famille. Parler. Recommencer. Je l'entendais pleurer. Oui. Oui, absolument. Oh, Valérie, je suis tellement contente. J'appelle Ethan. Nous pouvons le faire ici à Naples. Quand pouvez-vous venir? Que dirais-tu du week-end prochain? Samedi 12. Parfait. Je ferai ton plat préféré. J'apporterai quelque chose, ai-je dit. Tu n'es pas obligé. J'insiste. Nous avons réservé les vols ce soir-là. $620 aller-retour, Philadelphie-Naples, pour James et moi. James m'a demandé si j'étais sûr. Je lui ai montré le classeur. Je suis sûr, ai-je dit. 12 février 2022, 18h. Nous nous sommes garés au 1847 Cypress Terrace. La voiture de location d'Ethan et Nathalie était déjà dans l'allée, une Tesla blanche. Ma mère a ouvert la porte avant qu'on frappe. Elle m'a jeté les bras autour du cou, sanglotant. Je suis tellement contente que tu sois là, a-t-elle murmuré dans mes cheveux. Je suis resté raide. Après un moment, j'ai tapoté son dos. Salut, maman. Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air plus vieux, plus mince, plus gris. Valérie, a-t-il dit. Il a tendu la main. Je l'ai serré. Ethan et Nathalie étaient dans le salon. Ethan s'est levé quand nous sommes entrés. Il avait l'air mal à l'aise. Salut, Frangine, a-t-il dit. Ça fait longtemps. Ouais, ai-je dit. Ça fait longtemps. Nathalie a souri poliment. Ravi de te voir, Valérie. Nous nous sommes assis pour dîner. La table était dressée pour 6 personnes. Ma mère avait préparé du saumon glacé, des légumes rôtis et de la purée de pommes de terre. Il y avait une bouteille de chardonnay à $38 sur la table, je le sais parce que j'ai vérifié le reçu du supermarché plus tard, juste pour voir. Les 15 premières minutes ont été consacrées à des banalités. Mon père a demandé à James comment allait le travail, James a répondu par des phrases courtes. Ma mère a demandé si nous mangions assez, j'ai dit que nous allions bien. Nathalie a parlé de Seattle, du nouveau dossier de son cabinet avec Boeing. C'est une grande opportunité, a-t-elle dit. Très excitant. Ma mère a rayonné. Et Ethan vient d'être nommé vice-président, le plus jeune de sa division. Félicitations, ai-je dit d'un ton plat. Mon père s'est tourné vers moi. Comment va le travail, Valérie? Tu étais chez eux, c'était quoi déjà? L'organisme de services familiaux. J'ai quitté, ai-je dit. Après la mort de Lily, je ne pouvais plus aider d'autres familles alors que je n'avais pas pu sauver la mienne. La table s'est tue. Le seul bruit était celui des fourchettes raclant les assiettes. 8 secondes. J'ai compté. Ma mère s'est raclé la gorge. Eh bien, le temps a été magnifique ici. Beaucoup plus chaud qu'à Philly. Je suis sûr que la maison d'Ethan est tout simplement magnifique, a continué ma mère, désespérée de combler le silence. Nous y sommes allés en novembre, juste au bord de l'eau. J'ai pris une gorgée de vin. J'ai vu les photos sur Facebook. Ah, tu les as vues? Ma mère a souri. Ce n'est pas magnifique? Ça l'est, ai-je dit. Quand avez-vous acheté ça, Ethan? Ethan a levé les yeux. L'automne dernier. On a signé en octobre, je crois. Le 15 octobre, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Ouais, ça semble correct. Et quand avez-vous fait l'offre? En août, peut-être. Pourquoi? J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti le classeur. Je l'ai posé sur la table. Tout le monde a arrêté de manger. Je l'ai ouvert à la première page. Ceci, ai-je dit calmement, est le certificat de décès de Lily. 9 septembre 2021. Cause du décès, arrêt cardiaque secondaire à une cardiomyopathie dilatée. Signé par le docteur Rachel Weinstein. Le visage de ma mère est devenu blanc. J'ai tourné à la page 2. Ceci est le registre des propriétés du comté de King pour le condo d'Ethan, 2891 Ali Avenue Southwest, Seattle. Prix d'achat, $580 000.
Acompte, 130 000 $. Co-signataires, Charles et Helen Green. La mâchoire de mon père s'est crispée. Page 5, ai-je continué, ma voix ne montant jamais. Confirmation de virement bancaire. 25 août 2021. 130 000 $ de votre compte joint Wells Fargo vers l'escroc d'Ethan. Nathalie fixait son assiette. Page 12. J'ai fait glisser le papier sur la table. Email de papa à Ethan, 10 août. Objet, opportunité immobilière à Seattle. Je l'ai lu à voix haute, chaque mot. Quand je suis arrivé à « La richesse familiale reste dans la famille », ma voix s'est enfin brisée, mais j'ai continué. Page 18, votre relevé Vanguard. Papa, juillet 2021, solde, 680 000 $. Page 19, le transfert du 401K de maman, 520 000 $. Vous aviez plus d'1 million de dollars. Mon père s'est levé. Valérie, c'est hors contexte. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas de liquidité. On n'en avait pas. Vous avez viré 130 000 $ à Ethan 6 semaines après m'avoir dit que vous étiez fauché. Ma mère pleurait. On essayait d'aider la famille à long terme. Lily faisait partie de la famille. Ma voix a monté pour la première fois. Elle avait 7 ans. Ethan a parlé alors, doucement, prudemment. Val, je ne connaissais pas tous les détails de la situation de Lily. Maman et papa ont pris une décision financière. Le condo était un investissement. L'immobilier prend de la valeur. Les frais médicaux c'est un gouffre. On ne peut pas garantir les résultats. Je l'ai regardé. Redis-le. Il a hésité. Je veux juste dire que, statistiquement, les chances de Lily n'étaient pas bonnes. Même avec la greffe, ses chances étaient de 83%. C'est toujours un pari, a-t-il dit. Le condo offrait un rendement garanti. Elle avait 7 ans, Ethan. Ses oreilles sont devenues rouges. Nathalie a touché son bras. Ethan, arrête. Mais mon père était debout maintenant, le visage rouge. Tu veux la vérité, Valérie? Très bien. Voilà la vérité. On a fait un choix. Lily avait au mieux 68% de chance. C'est un pile ou face. On est vieux. On doit protéger notre avenir. L'investissement d'Ethan avait des rendements garantis. On a choisi la décision financière intelligente. Je l'ai fixée. Décision financière intelligente, ai-je répété. Oui. Et tu sais quoi? Sa voix était forte maintenant, en colère, sur la défensive. Même si on t'avait donné l'argent, Lily serait probablement morte quand même. Les enfants atteints de DCM ne s'en sortent pas. On aurait jeté 100 000 $ sur un, il s'est arrêté. Mais c'était trop tard. Sur un quoi, ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Dis-le. Dis-le. On aurait gaspillé 100 000 $ sur un cadavre. Ma mère a poussé un cri étouffé. Nathalie a laissé tomber sa fourchette. James s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Ethan est devenu blanc. Je me suis levé lentement. J'ai regardé mon père. Tu as raison, papa, ai-je dit. Ma voix était calme maintenant. Froide. Lily est morte et c'est toi qui l'as tuée, pas la maladie. Tu avais l'argent. Tu as choisi une vue plutôt que son battement de cœur. Tu as choisi des plans de travail en granit plutôt que son souffle. Tu as choisi ton fils plutôt que ta petite fille. J'ai pris mon sac. Alors, voilà ce qui se passe maintenant. Vous ne me contacterez plus jamais. Vous n'appellerez pas. Vous n'enverrez pas de texto. Vous n'enverrez pas de mail. Vous ne viendrez pas chez moi. Si je vous vois dans un supermarché, je ferai demi-tour. Si vous venez à mon enterrement, je vous entrerai. Ma mère sanglotait. Vous n'êtes plus mes parents. Vous êtes des investisseurs qui ont coupé un mauvais actif. Et Ethan, j'ai levé les yeux, son visage défait, profite de la vue. Chaque lever de soleil sur le Puget Sound c'est Lily. Chaque fois que tu marches sur ce balcon, tu marches sur sa tombe. Tu l'as acheté avec sa vie. J'ai regardé James. On s'en va. J'ai laissé le classeur sur la table. Gardez-le, ai-je dit. Encadrez-le. On est sorti.
Derrière nous, ma mère sanglotait. Mon père criait quelque chose, je n'ai pas entendu quoi. La porte s'est fermée. 4 ans de silence ont commencé. La première semaine a été un déluge. Ma mère a appelé 47 fois en 3 jours. Je n'ai pas répondu, j'ai bloqué son numéro. Mon père a envoyé des emails. Les objets que j'ai vus dans le volet de prévisualisation avant de les supprimer sans les lire, s'il te plaît Lisa, je suis désolé, laisse-moi t'expliquer, Valérie, s'il te plaît. Je les ai marqués comme spam. Ethan a texté, il faut qu'on parle. Je l'ai bloqué. Le 21 février, j'ai changé de numéro de téléphone. Je ne leur ai pas dit. Les lettres ont commencé en mars manuscrites, l'écriture cursive bouclée de ma mère sur du papier crème. J'ai reconnu l'écriture sur la première enveloppe. J'ai écrit « Retour à l'expéditeur » et je l'ai remise dans le courrier. La deuxième est arrivée une semaine plus tard, même chose. En mai, j'en avais renvoyé 11. La 12e est arrivée le 3 avril, l'anniversaire de Lily. Elle aurait eu 8 ans. Celle-là, je ne l'ai pas renvoyée. Je l'ai brûlée dans l'évier de la cuisine. James m'a trouvé debout là, a regardé le papier se recroqueviller et noircir, et il n'a rien dit. Il a juste passé son bras autour de moi. J'ai commencé une thérapie fin février. Docteur Monica Shaw. Mardi à 16h, $120 la séance, l'assurance couvrait 85%. Le docteur Shaw avait des yeux gentils et des cheveux gris qu'elle portait en chignon. Elle ne poussait pas, elle écoutait. À notre 3e séance, elle a demandé, pleures-tu la perte de ta fille ou celle de ta famille? Les deux, ai-je dit. Tu as le droit de pleurer les deux pertes. Je n'en ai perdu qu'une, ai-je dit. L'autre n'a jamais été à moi. Elle est restée silencieuse un moment. Penses-tu que tu leur pardonneras un jour? Non. Tu n'es pas obligé, a-t-elle dit. Je me suis sentie plus légère après cette séance. Je suis retourné au travail en juin, pas le même organisme à but non lucratif, je ne pouvais pas y retourner. Il y avait trop de souvenirs de la personne que j'étais avant. J'ai trouvé un emploi à la Philadelphia Coalition for Child Advocacy, $61 000 par an, aidant les enfants du système de placement familial et des enfants qui avaient été trahis par ceux qui étaient censés les protéger. Je les comprenais. En avril 2023, Ethan a essayé de me contacter via LinkedIn. J'ai vu le message dans mon dossier de demande. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste survolé la prévisualisation. Val, je sais que tu ne liras pas ça, mais je dois essayer. Je ne savais pas à quel point les choses étaient graves pour Lily. J'étais concentré sur ma carrière. Je suis désolé. Je veux réparer. Ethan, je l'ai supprimé. Réparer? Il n'y avait pas de réparation. Il n'y avait que l'absence. J'ai construit une nouvelle vie, une vie où le sang ne signifiait rien, où la famille était les gens qui se présentaient, pas ceux qui partageaient ton ADN. James et moi avons recommencé à avoir des soirées en amoureux. On a recommencé à rire. Ça a pris du temps, mais on s'est retrouvés. On a planté un arbre dans notre jardin pour Lily, un cerisier en fleurs. Il fleurit chaque avril. Je pensais en avoir fini avec eux. Je pensais ne plus jamais avoir à faire un choix concernant ma famille. Et puis le téléphone a sonné. Le 3 décembre 2026. 4 ans, 9 mois et 24 jours après que j'ai quitté ce dîner à Naples. Ethan s'est effondré dans une salle de conférence au bureau de Morgan Stanley à Seattle à 14h14. Je ne le savais pas encore. J'étais au travail en train d'écrire un rapport pour une revue de cas, une fille de 14 ans qui avait été dans 6 foyers d'accueil en 2 ans. J'essayais de lui trouver un placement stable. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Respiration lourde, puis, Valérie. Valérie, s'il te plaît ne raccroche pas, la voix de ma mère. Je me suis figé. C'est maman. Je sais que tu ne veux pas me parler. Je sais, mais c'est Ethan. Il est en train de mourir. Il a un cancer, une leucémie. Il s'est effondré au travail. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'il a besoin de moelle osseuse. Ils ont dit que tu es sa seule chance. S'il te plaît, Valérie, je t'en supplie. C'est ton frère.
Ma main s'est serrée sur le téléphone. Comment avez-vous eu ce numéro? Ça n'a pas d'importance. S'il te plaît. Je n'ai pas de frère. J'ai raccroché. Je suis resté assise à mon bureau à fixer le mur. James est rentré ce soir-là et m'a trouvé dans la même position que le matin, assise, à fixer le vide. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il demandé. Je lui ai parlé de l'appel. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Il n'a rien dit, mais je voyais qu'il ne me croyait pas. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro différent. Mademoiselle Green, ici Sarah Brennan. Je suis une coordinatrice de patients au Swedish Medical Center à Seattle. J'appelle au sujet de votre frère, Ethan Green. Professionnel, calme, sans jugement dans la voix. Je n'ai pas raccroché. Ethan a été admis il y a 5 jours avec une leucémie myéloïde aiguë. C'est un sous-type agressif. Il a commencé la chimiothérapie, mais son pronostic sans greffe de moelle osseuse est très mauvais. Nous avons testé tous les membres de la famille disponibles, sa femme, vos parents. Aucun n'est compatible. Et vous voulez que je me fasse tester? Oui. Les frères et sœurs ont environ 25% de chances d'être compatibles. Vous êtes sa seule sœur. Seriez-vous prête à subir un typage HLA? C'est une simple prise de sang. Il n'y a aucune obligation au-delà. J'ai fermé les yeux. Et si je dis non? Une pause. Nous continuerons à chercher dans le registre national, mais les chances de trouver un donneur non apparenté compatible à 10 dixièmes sont inférieures à 1%. Sans greffe, le pronostic d'Ethan est de 4 à 8 semaines. 4 à 8 semaines. Lily avait 6 mois à 1 an. Mes parents avaient dit que ça ne valait pas l'investissement. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, mais mademoiselle Green, le temps est une chose qu'il n'a pas beaucoup. J'ai accepté le test. Je me suis dit que ce n'était qu'un test, juste des informations. Le 12 décembre 2026, 8 heures, LabCorp à Philadelphie. Ils ont prélevé du sang, 3 tubes. Les résultats sont arrivés 3 jours plus tard. Sarah Brennan m'a appelé le 15 décembre. Mademoiselle Green, vous êtes un match parfait 10 dixièmes HLA. Je n'ai rien dit. C'est extrêmement rare, a-t-elle continué. La probabilité qu'un frère ou une sœur soit un match parfait n'est que d'environ 3%. Vous êtes la meilleure chance de survie d'Ethan. Envisageriez-vous de donner? 3%. Mon père avait dit que le taux de survie de 83% de Lily n'était pas suffisant, mais me voilà un miracle à 3%. Que se passe-t-il si je dis non, ai-je demandé. L'oncologue d'Ethan continuera à chercher dans le registre national. Mais mademoiselle Green, je dois être honnête avec vous. Sans greffe, et avec son sous-type particulier d'AML, il a des semaines, peut-être un mois s'il répond bien à la chimio. Avec une greffe de vous, son taux de survie à 5 ans est de 65 à 75%. 65 à 75%. De meilleures chances que Lily n'en avait. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, mais Valérie, le temps est la seule chose qu'il n'a pas. J'ai raccroché. Et pendant 4 jours, je n'ai pas dormi. Du 15 au 19 décembre. 4 jours. 4 nuits sans sommeil. James ne m'a pas poussé, il est juste resté proche, s'est assuré que je mange, m'a tenu quand je pleurais. Je pensais sans cesse à Lily. Qu'aurait-elle voulu que je fasse? Je connaissais la réponse. Je la détestais. Le 17 décembre, j'ai appelé le docteur Shaw. Séance d'urgence. Elle a libéré son emploi du temps. On s'est assise dans son bureau, la lumière hivernale entrant par la fenêtre, et je lui ai tout raconté. Qu'est-ce qui te retient, a-t-elle demandé. Si je le sauve, il gagne. Qui gagne? Mes parents. Ethan. Ils obtiennent encore ce qu'ils veulent. Ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Et si tu ne le sauves pas? Je suis restée silencieuse longtemps. Je deviens comme eux. Le docteur Shaw s'est penché en avant. Valérie, que dirais-tu à Lily si elle était ici en ce moment? Que lui dirais-tu? J'ai fermé les yeux. Je la voyais, 7 ans, yeux verts, ce sourire. Je lui dirais que je l'aime, ai-je murmuré. Je lui dirais quelle est la meilleure chose que j'ai jamais faite.
Que te dirait-elle? Je savais. J'avais toujours su. Elle me dirait de le sauver. Le 19 décembre à 9 heures, j'ai appelé Sarah Brennan. Je le ferai, ai-je dit. Je donnerai, mais j'ai des conditions. Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Je ne veux pas voir mes parents avant la procédure. Je ne veux pas voir Ethan. Je fais ça, et ensuite c'est fini. On peut organiser des zones d'attente séparées, une récupération privée. Vous n'aurez pas à voir qui que ce soit que vous ne voulez pas voir. D'accord. Merci, Valérie, a-t-elle dit doucement. Vous sauvez sa vie. Je ne le fais pas pour lui. Le don a été programmé pour le 27 décembre. Je devais voler à Seattle le 26 pour le préopératoire. James m'a demandé si j'étais sûr. Je l'ai regardé. Lily l'aurait fait, alors je le ferai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, merci. Je sais que c'est lourd. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je dois vous demander quelque chose. Que feriez-vous si les gens qui vous ont trahi avaient besoin de vous pour les sauver? Laisseriez-vous un commentaire? Je lis tout le monde. Le 26 décembre 2026. James et moi avons volé à Seattle. Sarah avait tout organisé, une chambre préopératoire privée, une zone d'attente séparée loin de ma famille. J'ai vu ma mère une fois, brièvement, dans le couloir devant l'aile chirurgicale. Elle m'a vu, son visage s'est effondré. Valérie. La sécurité s'est interposée. Sarah les avait briefés. Madame, vous devez retourner à la zone d'attente familiale, a dit le garde fermement. Valérie, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. J'ai regardé au-delà d'elle et j'ai continué à marcher. Le préopératoire était au Swedish Medical Center, 2e étage, L-Ouest, chambre 214. L'infirmière a expliqué la procédure, aspiration de moelle osseuse de mon os pelvien, anesthésie générale, 4 heures environ, 2 jours d'observation en hospitalisation. Vous êtes très courageuse, a-t-elle dit. Je ne suis pas courageuse, ai-je dit. Je ne suis simplement pas comme eux. Le 27 décembre, 6 heures. Ils m'ont emmené en salle d'opération. J'ai compté à rebours à partir de 10. Je n'ai pas dépassé 7. Je me suis réveillé à 11h30, groggy et endolori. Ma hanche me faisait mal comme si on m'avait frappé avec une batte. James était assis à côté de mon lit. Salut, a-t-il dit doucement. Ça a marché? Ils ont eu ce qu'il fallait. 1180 millilitres. La greffe d'Ethan est demain matin. J'ai hoché la tête et fermé les yeux. L'infirmière est entrée 1 heure plus tard. Comment est votre douleur, sur une échelle de 1 à 10? 6. Elle a ajusté ma perfusion. Vous avez été formidable, Valérie. Ethan a de la chance de vous avoir. Ne dites pas à ma famille dans quelle chambre je suis, ai-je dit. C'est déjà réglé. Mais ce soir-là, on a frappé à ma porte. Je savais qui c'était avant d'ouvrir. Ethan se tenait là mince, pâle, chauve à cause de la chimio. Il paraissait environ 20 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu. Val, a-t-il dit doucement. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je devais te dire quelque chose avant demain. S'il te plaît. Je suis resté dans l'embrasure. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je ne mérite pas ça, a-t-il dit. Je le sais. Tu aurais pu me laisser mourir. J'aurais compris. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais, mais je veux que tu saches, je suis désolé pour tout. Pour ne pas t'avoir défendu, pour le condo, pour Lily. Je suis désolé. Je l'ai regardé longtemps. D'accord. Il a cligné des yeux. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Ethan? Que je te pardonne? Non. Mais je ne vais pas te laisser mourir. Pas parce que tu es mon frère, mais parce que je ne suis pas comme eux. Maintenant retourne dans ta chambre. Tu as une greffe demain. Il a hoché la tête et s'est tourné pour partir. Ethan. Il s'est retourné. Lily aurait voulu que je te sauve. C'est pour ça que je l'ai fait. Souviens-t'en. Il est parti. James m'a demandé si j'allais bien.
Je ne sais pas, ai-je dit. Pour la première fois, ça semblait honnête. 3 semaines plus tard, j'étais de retour chez moi à Philadelphie quand Sarah a appelé. Valérie, je voulais vous mettre à jour. L'engraftement d'Ethan est solide. Son taux de cellules blastiques est descendu à 2%. La greffe a fonctionné. Il va s'en sortir. Bien. Il a demandé s'il pouvait avoir vos coordonnées pour vous remercier. Non. Compris. Mais Valérie, ce que vous avez fait est extraordinaire. J'espère que vous le savez. J'ai fait ce que Lily aurait fait. C'est tout. J'ai raccroché. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé le mur. Je me sentais plus légère. Pas heureuse, pas guérie, mais plus légère. 6 mois plus tard, en juin 2027, une lettre est arrivée. Pas chez moi, mais à Sarah Brennan, qui me l'a fait suivre avec ma permission. L'enveloppe était épaisse. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais je l'ai fait. Valérie, nous n'attendons pas de pardon. Nous ne le méritons pas. Nous avons fait un choix qui a détruit notre famille. Ton père n'est plus le même depuis ce dîner. Moi non plus. Nous sommes en thérapie ensemble et individuellement. Nous essayons de comprendre comment nous sommes devenus des gens capables de faire ce que nous avons fait. Le mois dernier, nous avons vendu le condo de Naples. Nous avons donné l'intégralité des fonds $385 000 au fonds de transplantation cardiaque du shop au nom de Lily. Ça ne la ramènera pas. Ça ne réparera pas ce que nous avons fait. Mais nous voulions que tu saches que nous avions tort. Nous avons profondément, dévastateurement tort. Si un jour tu veux parler, nous sommes là. Si tu ne veux pas, nous comprenons. Nous t'aimons. Nous sommes tellement, tellement désolés. Maman et papa. Juin, un reçu de don de la Children's Hospital of Philadelphia Foundation, $385 000 au Lily Mary Green Cardiac Transplant Fund. J'ai appelé le Dr Shaw. Ils ont donné l'argent de la maison au shop, ai-je dit. Comment ça te fait sentir? Je ne sais pas. C'est ok. Est-ce que je devrais répondre? Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas non plus. Alors attends jusqu'à ce que tu saches. J'ai attendu 1 an. Février 2028, 6 ans après le dîner de confrontation. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Valérie? Salut, maman. Silence, puis des pleurs. Je veux essayer quelque chose, ai-je dit prudemment. Juste un café ou un petit déjeuner? Chez moi. Toi et papa, juste pour parler. Oui, a-t-elle dit immédiatement. Oui, quand? Samedi 10 heures. On sera là. Le 10 février 2028. Ma mère et mon père se tenaient sur mon porche. Ils paraissaient vieux, plus petits que dans mon souvenir. J'ai ouvert la porte. Entrez. Ma mère m'a serré dans ses bras. Je suis resté raide un moment, puis j'ai tapoté son dos. On s'est assis à ma table de cuisine. James avait préparé du café, des œufs brouillés, du pain grillé et des fruits. 4 assiettes, 4 chaises. On a mangé dans un silence gêné au début. Puis lentement, on a parlé. Pas de Lily, pas encore, mais de petites choses, le temps, le travail, le nouveau projet de James, le club de lecture de ma mère. La photo de Lily était sur la cheminée. Tout le monde l'a vue. Personne n'a rien dit. Quand il partait, ma mère s'est tournée à la porte. Est-ce qu'on peut refaire ça un jour? J'y ai pensé. Peut-être, ai-je dit. Je vous le ferai savoir. La voix de mon père était épaisse. C'est plus que ce qu'on mérite. Merci, Valérie. Ils sont partis. James a passé son bras autour de moi. Comment te sens-tu? Je les ai regardés s'éloigner en voiture. C'est un début, ai-je dit. Et puis j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de quelque chose d'autre, quelque chose comme l'espoir. Les gens me demandent si je leur ai pardonné. Je n'ai pas de réponse. Le pardon n'est pas un interrupteur, c'est un processus. Certains jours je suis plus en colère que d'autres. Certains jours je vois le visage de Lily dans mon esprit et je veux hurler devant l'injustice de tout ça.
Mais je vois aussi ceci, mes parents ont vendu leur maison de retraite de rêve et ont donné chaque centime pour sauver d'autres enfants, des enfants comme Lily qui ont besoin d'une chance. Ethan appelle une fois par mois. Je ne réponds pas toujours, mais parfois oui. On parle du temps, du travail, de petites choses. On n'est pas proche, on ne le sera peut-être jamais. Et c'est ok. Je n'ai pas sauvé Ethan parce que je lui ai pardonné. Je l'ai sauvé parce que je ne suis pas comme eux. Parce que Lily m'a appris que l'amour n'est pas transactionnel. Ce n'est pas un investissement avec des rendements garantis. C'est un choix. Ils ont choisi mal, j'ai choisi différemment. La semaine dernière, je suis allé à la tombe de Lily au Laurel Hill Cemetery. Le 14 février 2028, Saint-Valentin. J'ai apporté des roses, ses préférées. Je suis resté assise là 1 heure à lui parler, à lui raconter les petits déjeuners avec mamie et papy, Ethan, le fond à son nom qui a déjà aidé 2 enfants à recevoir des greffes. Je lui ai dit que je lui manquais. Et pour la première fois en 6 ans, quand j'ai quitté ce cimetière, j'ai souri. Le soleil se couchait. J'avais un rendez-vous de thérapie dans 1 heure. James préparait le dîner. Mon téléphone a vibré, un texto de ma mère, merci pour hier. Je t'aime. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Progrès. 4 assiettes, 4 chaises. Un nouveau commencement. Pas parfait, mais réel. Et peut-être que c'est suffisant. Si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner. Des histoires comme celle-ci prennent du temps à rechercher et à écrire, et votre soutien m'aide à continuer à en créer. Laissez un commentaire et dites-moi, l'auriez-vous sauvé, ou seriez-vous parti? Je veux entendre vos pensées. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui lutte avec une trahison familiale ou des choix impossibles, partagez-la avec lui. Parfois, nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls. Merci d'avoir écouté mon histoire. Voici Valérie Green, qui vous rappelle que l'amour est un verbe, pas une transaction. Et parfois, le choix le plus difficile est le bon.